Voilà, bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau webinaire organisé par Assessfirst qui portera sur la thématique de l'affinité et de l'attraction interpersonnelle. Donc, affinité et attraction en milieu professionnel, je précise bien sûr, donc on ne parlera pas de dating, mais on va se poser la question de savoir s'il est nécessaire de recruter des personnes avec lesquelles on s'entend bien, des personnes avec qui on a une forte affinité, ou si au contraire, ce n'est pas un élément qui est déterminant dans le travail. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Émeric Kubiak, je suis psychologue du travail de formation et actuellement responsable de projet innovation chez Assessfirst. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, la plupart des professionnels RH, donc quand ils recrutent ou assurent une mobilité en interne, vont chercher à anticiper le job fit du candidat, c'est-à-dire sa capacité à réaliser le job, sa capacité à réaliser les tâches, les missions qui lui sont confiées et donc sa capacité à être performant. Pour ça, on va analyser l'ensemble des informations qui sont à la disposition afin de réussir à prédire l'adéquation de la personne avec le poste. Hop. Et donc, tout ça avec l'objectif de savoir s'il faut recruter la personne ou au contraire éviter de l'intégrer dans l'entreprise. Toutefois, cette façon de faire, bien qu'elle est nécessaire, n'est aujourd'hui plus suffisante pour recruter des collaborateurs qui vont être efficaces et engagés. Donc pourquoi? Tout simplement car on assiste aujourd'hui à l'apogée du travail collaboratif, du travail en équipe et cross-fonctionnel. Et donc chaque collaborateur, au-delà de l'équipe avec laquelle il travaille, va être intégré au sein d'un système relationnel qui sera beaucoup plus large avec des interlocuteurs multiples. Le décloisonnement des entreprises va s'accélérer et c'est votre capacité en tant que RH, recruteur ou manager à objectiver, mesurer et développer les relations entre collaborateurs qui va devenir déterminante. D'après les études, la collaboration sera d'ailleurs la troisième compétence la plus recherchée au niveau mondial et la première en France. Déjà aujourd'hui, un collaborateur moyen, c'est-à-dire un collaborateur qui travaille 35 heures par semaine, va passer 6 heures par jour à collaborer avec d'autres, donc en présentiel, par mail ou par téléphone, soit 85% de son temps de travail. Donc, assez important. Et donc, cette importance pour les aspects relationnels dans le travail, elle ressort également dans le discours que les candidats ont du recrutement. Il y a quelques temps, on a conduit une étude chez Assessor sur 2646 personnes. Et parmi les questions, on leur a demandé quelle est l'importance de l'entente avec vos collègues dans votre engagement au travail. Et à cette question, quasiment 90% des personnes qui ont été interrogées ont répondu que c'était important, voire extrêmement important. D'où le besoin urgent de s'intéresser au sujet de l'affinité. Alors, concrètement, quand on parle d'affinité, de quoi on parle? L'affinité entre deux personnes, ça va être leur facilité naturelle à évoluer ensemble au quotidien. Donc, leur facilité naturelle pour se comprendre et avancer au travail. Donc, plus cette affinité va être forte, plus la relation sera facilitée et plus l'affinité sera faible, plus forcément la relation sera potentiellement source de mésentente, voire de conflit. Donc, on parle d'affinité naturelle car l'affinité qu'on va considérer ici, elle est totalement exempte de contexte et d'histoire entre les deux personnes qui auraient pu affecter en bien ou en mal la relation. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une affinité très forte, une affinité naturelle très forte avec une personne. Donc, c'est-à-dire que naturellement, vous pourriez très facilement fonctionner avec cette personne. Mais si cette même personne a une relation adultère avec votre femme ou votre mari, il y a peu de chances pour que les relations soient très cordiales. Donc, longtemps considéré comme un unique indicateur d'appréciation générale, l'affinité apparaît toutefois multidimensionnelle. Et c'est Charles Kissler et Gordon Goldberg, qui étaient des professeurs aux universités de Stanford et de Yale aux États-Unis, qui sont les premiers à avoir fait le distinctif entre une affinité socio-émotionnelle et une attraction ou une affinité orientée sur les tâches. Donc la première, elle est aussi appelée attraction sociale et elle va se mesurer à travers un jugement de désirabilité de l'autre. Donc elle s'apprécie par le fait que deux personnes aient naturellement envie ou non de passer du temps ensemble, de discuter ou tout simplement d'être amis. Et l'attraction orientée sur les tâches, elle va se définir par des facteurs de respect ou de recherche d'accomplissement. Donc, il va s'agir de la capacité d'un individu à collaborer ou à nous apporter de l'aide dans l'atteinte d'un objectif précis. Et la distinction entre affinité sociale et affinité travail, elle apparaît déterminante car elle va nous permettre d'appréhender donc déjà la nature multidimensionnelle de l'affinité et aussi de savoir quel type de relations deux collaborateurs vont pouvoir partager au quotidien.
Donc, par exemple, une relation qui sera essentiellement professionnelle et complémentaire dans le cas où l'affinité sociale est faible et l'affinité de travail est forte. Donc, c'est le cadran en haut à gauche. Une relation plus informelle et amicale si l'affinité sociale est forte et l'affinité de travail est faible. Une relation extrêmement conflictuelle si les deux affinités sont faibles, ou encore une relation qu'on va qualifier de potentialisante, même si le mot n'est pas forcément très joli, dans l'hypothèse où les deux affinités, donc affinité de travail et affinité sociale, sont importantes. Donc, en entreprise, avoir forte affinité, que ce soit avec ses collègues ou son manager, ça présente de nombreux avantages, tant au niveau de la capacité de chacun à produire que du côté de la qualité de vie au travail. Donc, d'une part, c'est ce que je disais au niveau de la capacité de production et au niveau de la qualité de vie. Donc, d'une part, concernant la capacité à produire, les études montrent par exemple que les dyades où l'affinité est forte, dans chaque dyade, chaque collaborateur va apparaître plus performant. Donc, le niveau d'efficacité des deux personnes sera plus important. Chacun apprendra également de nouveaux contenus plus rapidement, donc que ce soit de nouvelles méthodes sur son poste, de nouvelles façons de faire ou encore des contenus de formation. Et d'autre part, concernant la qualité de vie au travail, deux collaborateurs avec une forte affinité vont tendre à avoir beaucoup plus d'interactions, donc interactions verbales ou par mail, apparaissent aussi plus satisfaits de leur relation et vont exprimer plus de comportements typiques de la coopération ou de la collaboration. Et d'autres recherches donc spécifiques à l'affinité entre un collaborateur et son manager ont également démontré que plus l'affinité entre les deux était forte, plus les salariés étaient performants, plus ils étaient satisfaits de leur job et également plus engagés ou loyaux envers l'entreprise sur le long terme. Donc au final, il existe de nombreux avantages, que ce soit sociaux ou économiques, à s'associer deux collaborateurs qui vont présenter une forte affinité naturelle. Pour autant, donc même si les avantages sont concrets, il reste une grande question qui est sous-jacente au concept d'affinité et qui est la suivante. Est-ce qu'il faut mieux miser sur la similarité entre les profils pour développer une forte affinité ou au contraire miser sur la complémentarité? Est-ce qu'au final, comme le disent les dictons, est-ce que les opposés s'attirent ou est-ce que qui se ressemblent s'assemblent? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les prédicteurs de l'affinité. Donc un prédicteur, c'est quoi? C'est une variable, une information, une donnée qui va nous permettre d'anticiper et de prédire une seconde variable, donc l'affinité ici en l'occurrence. Et bien que l'affinité soit souvent perçue comme un construit social arbitraire et qui va être impossible à prédire, aujourd'hui, on arrive à isoler trois grands principes qui permettraient tout de même d'expliquer pourquoi il va être plus facile de travailler et de s'affilier avec certaines personnes. La première de ces dimensions, c'est la proximité spatiale. Donc, les individus spatialement proches auraient tout simplement tendance à avoir plus d'affinités. Et donc, par exemple, en étudiant les affinités entre étudiants sur des campus universitaires aux États-Unis, certains chercheurs se sont rendus compte que chaque étudiant portait à avoir plus d'affinités avec l'étudiant qui occupait la chambre voisine. Le deuxième prédicteur, ça va être l'attractivité physique des deux interlocuteurs, sachant que nous serions plus facilement attirés par les personnes que nous considérons comme étant belles. Donc là, warning, on va se dire que la beauté est subjective, bien sûr. Et troisièmement, leur similarité psychologique, donc similarité en termes de personnalité, de motivation, d'attitude ou encore de style cognitif. Et parmi ces prédicteurs, le dernier que j'ai cité, donc c'est-à-dire les similarités psychologiques, est celui qui apparaît avoir le plus d'impact, ou en tout cas celui qui suscite le plus d'intérêt en contexte professionnel, notamment en raison de son caractère non discriminant. Donc, par exemple, un individu jugera un étranger comme plus attirant, appréciable, intelligent ou encore plus moral si celui-ci a des attitudes qui vont être similaires aux siennes. Donc, selon cette conception, la ressemblance conduirait ainsi à l'attraction et la différence à la répulsion. Et un des premiers à avoir soumis cette théorie, c'est un psychologue américain qui s'appelle Theodore Newcomb et qui est l'un des pionniers sur cette théorie grâce à une étude qu'il a menée et qui est assez connue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout simple. Il a étudié en fait les comportements d'affiliation de plusieurs groupes d'adolescents, plusieurs adolescents, et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que naturellement,
ils allaient se rassembler en groupes d'attitudes similaires. Donc cette étude et d'autres, elles tendent à confirmer que le dicton qui, comme je le disais tout à l'heure, qui se ressemble s'assemble. Elles ont aussi, ces études, conduit à considérer la similarité comme une sorte de réel élément de la création et le maintien des relations interpersonnelles. Donc au final, la similarité permettrait une sorte de récompense pour celui qui cherche à valider ses attitudes ou ses comportements. Et à l'inverse, justement, ne pas avoir d'affinité avec une personne ou un collègue qui nous est similaire, ça nous mettrait dans une situation, dans une position d'inconfort psychologique qui serait compliquée à gérer, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Et donc, pourtant, ces recherches qui suggèrent que la similarité est le principal prédicteur, il s'agit d'une conception qu'on pourrait qualifier de fortement réductrice de la complexité des relations humaines, notamment en contexte professionnel. Et à ce sujet, il y a deux auteurs qui s'appellent Joseph Richlack et Will Schutz, qui étaient professeurs de psychologie et qui sont les premiers à remettre en cause ce principe de similarité et qui vont proposer un besoin de complémentarité plutôt pour l'affinité et l'attraction interpersonnelle. Donc selon eux, les individus ne préféraient pas forcément travailler avec d'autres qui vont leur être similaires, mais plutôt avec des personnes qui vont compléter leur propre manque. Donc cette conception, elle est supportée par d'autres recherches qui expliquent que les individus avec une personnalité ascendante, donc avec un fort leadership, vont naturellement rechercher des partenaires qui vont être moins dominants et inversement. De même, les dyades qui vont être composés de deux individus avec des traits similaires d'agréabilité, donc agréabilité sur les dimensions du modèle de personnalité du Big Five, donc c'est-à-dire deux personnes qui ont toutes deux une forte attirance vers la coopération et l'harmonie sociale. Ces deux personnes, elles vont tendre à avoir des interactions initiales qui vont être jugées comme étant peu plaisantes et pauvres par les deux interlocuteurs. Donc finalement, face à notre volonté de prédire l'affinité, on se retrouve avec deux visions totalement différentes et qui semblent opposées. L'une qui va être orientée sur le principe de similarité, donc, et qui va suggérer que deux personnes qui ont des comportements et des aspirations similaires vont avoir une meilleure affinité, et donc que plus tard, elles seront plus productives et plus satisfaites. Et une deuxième conception qui va être basée sur la complémentarité et qui va nous dire que c'est au contraire deux personnes qui ont des comportements et des aspirations complémentaires qui vont avoir une meilleure affinité. Alors, laquelle choisir au final pour prédire l'affinité au travail? Et là, je vous dirais tout simplement de ne pas choisir, puisque finalement, sans nécessairement les opposer, c'est sans doute le juste équilibre entre ces deux visions qui permettrait d'expliquer l'affinité le plus finement possible. Par exemple, dans l'évolution des mariages, donc on s'était dit de ne pas parler de dating, mais on va quand même le faire un peu, alors que la similarité entre deux partenaires permettrait d'initier la relation, et donc permettrait aux deux personnes de créer la petite flamme de base, son importance dans le maintien du mariage, elle va décroître au cours du temps. Et ainsi, plus la similarité entre les deux personnes, entre les personnalités des deux conjoints va être forte, plus leur satisfaction au fil du temps aura tendance à diminuer. Donc, pour faire simple, les couples qui sont similaires en termes de personnalité, au début, ça va être la folie. Mais par la suite, ils vont reporter un nombre plus important de divorces que les autres. Donc, en conclusion, dans la vie courante ou dans un cadre professionnel, les dyades où l'affinité est la plus forte sont celles qui partagent une certaine communauté ou convergence, donc notamment en termes de valeurs, de motivation et d'attente de l'expérience de collaboration, tout en ayant également des personnalités ou comportements qui vont être complémentaires sur certains traits. Donc, les individus seraient ainsi attirés par la différence dans l'unique éventualité où ils perçoivent celle-ci comme complémentaire de leur qualité. Donc voilà, maintenant qu'on sait sur quoi se baser pour prédire l'affinité, le problème qu'on va rencontrer, ça concerne le traitement de tous ces prédicteurs. Vous devez vous en douter, mais la quantité de données à traiter sur les personnalités et les motivations de deux candidats, ou d'un candidat et de son futur manager, elle reste extrêmement importante et va dépasser de très loin les limites physiologiques ou de coordination du cerveau humain. Donc, anticiper la capacité de deux personnes à travailler ensemble, c'est pas du tout une tâche qui peut être résolue par la simple intuition ou par l'expérience d'un recruteur. Et aujourd'hui, seule l'intelligence artificielle
et la puissance d'algorithmes prédictifs qui sont, eux, capables de traiter ce volume de données, vont nous permettre de résoudre l'équation de l'affinité humaine. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment Assessforce vous permet de mesurer les affinités professionnelles et ainsi de booster les performances et les relations dans vos équipes. Alors, par où commencer concrètement? La promesse qu'on vous fait aujourd'hui à nos utilisateurs, c'est de permettre d'identifier parmi tous leurs collaborateurs en interne ou tous leurs candidats, quels sont celles et ceux qui auront les plus fortes probabilités de réussir, c'est-à-dire de performer sur les tâches que vous allez confier à la personne, mais aussi probabilité d'être heureuse et engagée sur la durée. Parce que recruter une personne qui serait en réussite mais qui ne s'engagerait pas sur le long terme, forcément, ça n'aurait pas grand sens. Et donc, pour ceci, on va s'appuyer sur l'évaluation du potentiel des individus. Le potentiel, c'est quoi? C'est la combinaison unique de 3 facteurs clés. Donc, tout d'abord, le style cognitif de la personne, donc la manière dont elle pense, le type de problème qu'elle est en capacité de résoudre, la vitesse à laquelle elle va raisonner, donc ses capacités de raisonnement ou ses aptitudes. Ensuite, ce qu'elle veut faire, ses motivations, ce qui compte pour elle, ce qui va la mettre en mouvement. Et enfin, on a sa personnalité qui est une sorte de colonne vertébrale psychologique des individus et qui va déterminer les comportements de la personne en situation normale, mais aussi en situation de stress. Et pour pouvoir anticiper de manière fiable ces 3 facteurs clés, on a créé 3 questionnaires. Donc, Brain, qui permet d'évaluer le raisonnement, Drive, les motivations, et Shape pour la personnalité. Et la combinaison de ces 3 facteurs, aujourd'hui, elle va nous permettre de déterminer, d'isoler ce qu'on appelle les talents naturels de la personne, c'est-à-dire les activités ou les tâches qu'elle va être capable de faire au plus haut niveau, mais tout en restant dans son nature. Et donc, pour prédire la capacité d'une personne à réussir sur un poste, on va rapprocher ces talents naturels de ce qu'on appelle des modèles prédictifs. Donc, un modèle prédictif, c'est quoi? Tout simplement, c'est comme une job description qui se centrerait de manière spécifique sur les aspects potentiels. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser au parcours de la personne, aux écoles qu'elle a fréquentées ou encore au secteur dans lequel elle travaillait. Plutôt, le modèle prédictif va faire le focus sur les besoins en termes de style cognitif, de motivation et de personnalité sur un poste donné. Et tout ça dans le but ultime de répondre pour chacun de vos candidats à 3 questions clés qui sont sous-jacentes à tout process de recrutement. Est-ce que la personne aura la capacité à faire ce job, c'est-à-dire prendre en charge les tâches et les missions qui sont associées au poste? Tout ceci dans un cadre relationnel particulier, car comme je l'explique depuis le début, on travaille plus seul et la capacité à collaborer est aujourd'hui devenue déterminante. Et enfin, tout ça dans le contexte plus large de ce qui fait la spécificité culturelle de votre entreprise, car forcément, bosser chez vous, ce n'est pas la même chose que bosser chez un concurrent ou encore dans une entreprise d'un secteur totalement différent. Et donc, côté candidat, on a fait en sorte de rendre l'expérience la plus agréable possible, la plus satisfaisante possible, parce qu'on sait d'expérience que remplir des questionnaires, ça peut paraître long et fastidieux pour certains. Donc, les questionnaires qu'on a développés aujourd'hui sont réalisables assez rapidement, entre 10 et 15 minutes maximum, avec un format qui est gamifié et adaptatif, notamment pour le nouveau questionnaire de raisonnement Brain. Et donc, tout ça accessible depuis un ordi ou n'importe quelle tablette ou mobile. Et ensuite, pour l'expérience toujours candidat, on va faire en sorte que chaque personne qui complète un profil va automatiquement recevoir une synthèse complète de ses comportements privilégiés. Donc, par exemple, les activités qui vont lui correspondre le plus, l'environnement dans lequel elle veut travailler, le management qu'elle va rechercher ou encore la culture dans laquelle elle veut s'épanouir. Parce que forcément, c'est toujours bien de passer un questionnaire, mais le plus intéressant pour le candidat, c'est les choses qu'il va pouvoir en retirer sur lui-même, sur ses possibilités d'évolution ou d'orientation. Et côté recruteur, on a choisi d'optimiser l'expérience en vous permettant de créer des campagnes de recrutement auxquelles vous allez pouvoir associer un modèle prédictif. Donc, on en a actuellement plus de 400 modèles benchmark dans l'appli. Et vous avez encore la possibilité de créer les vôtres ou d'utiliser l'IA pour les créer automatiquement. Et donc, pour chaque candidat rattaché à la campagne, vous allez retrouver le pourcentage d'adéquation entre le modèle utilisé et le profil de personnalité, de motivation et de style cognitif de la personne.
Donc, pour accéder au profil d'une personne, vous avez juste à cliquer sur son petit nom. Donc, par exemple, on va aller sur le profil d'Alison. Sur son profil, vous pourrez découvrir qu'elle a une adéquation de 79% sur le modèle DNA. Donc, ce qui est plutôt pas mal, puisque notre préconisation, elle est de sélectionner des candidats à partir de 60%, puisque c'est ceux qui présentent la meilleure adéquation pour le poste. Et si on descend encore un peu, on va retrouver le détail de la prédiction avec la capacité d'Alison à délivrer des résultats, sa capacité à s'épanouir et aussi l'affinité avec son futur manager. Et ensuite, on va tout simplement venir superposer le profil du candidat avec le modèle prédictif sélectionné. Et donc, comme vous pouvez le voir là sur ce radar, les zones vertes qui correspondent aux comportements qui vont être attendus par rapport au poste, et en rouge, les comportements qui vont être à éviter. Et donc ensuite, même chose sur les capacités de raisonnement de la personne et sur ses motivations. Et donc, concernant l'affinité, on a décidé de simplifier tout ça et de la rendre accessible à tous grâce à des algorithmes prédictifs de l'affinité. Alors, algorithme, c'est un grand mot, mais globalement, un algorithme, ça correspond à une façon systématique, pas à pas, de résoudre un problème. Et donc, comme vous le savez, les meilleurs pour résoudre ces problèmes pas de façon systématique, ça va être les ordinateurs qui excellent sur ce genre de réflexion. Et donc, le tout de notre côté, ça va être de fournir à cet ordinateur la matière première. Donc, il va s'agir de décomposer l'affinité humaine en petits éléments avec lesquels l'ordinateur va pouvoir travailler. La première chose dont on va avoir besoin, c'est des données, tout simplement. Et si vous avez suivi le début de la présentation, les données qui sont liées à la structure psychologique de la personne, donc c'est-à-dire les données qui vont être liées à la personnalité, aux motivations et aux capacités de raisonnement, vont être les plus intéressantes quand il s'agit de prédire l'affinité professionnelle. Et donc, on va utiliser les données qui sont recueillies à travers le questionnaire, donc chez DriveBrain. Ensuite, comme on a discuté lors du comparatif entre similarité et complémentarité, on va venir comparer les scores des deux individus et attendre un certain niveau de similarité ou de complémentarité, du coup, en fonction du trait étudié. Donc, par exemple, on a vu précédemment qu'un individu avec un fort leadership va préférer s'associer avec un autre qui a moins ce tempérament de leader. Autre exemple, si les deux individus sont alignés sur le besoin de travailler dans un contexte fun, plutôt que dans un contexte plus strict, ça sera forcément plus simple pour eux d'évoluer ensemble au quotidien. Donc, au sein des algorithmes qu'on a développés chez Salesforce, toutes ces combinaisons, sur plus d'une cinquantaine de critères de personnalité et de motivation, vont être étudiées et synthétisées au travers de plusieurs indicateurs. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats de manière hyper claire. Donc, comme vous pouvez le voir, tout en haut de la page d'affinité, vous allez ainsi retrouver le pourcentage d'affinité globale entre les deux personnes. Donc, comme j'ai expliqué au début, l'affinité globale, ça va être la capacité ou la facilité que vont avoir les deux personnes à évoluer ensemble au quotidien. Et donc, plus ce score va être proche de 100%, plus la collaboration va se faire de manière naturelle. Et donc, inversement, plus le score va vers 0%, plus ça va être compliqué pour les deux personnes de collaborer ensemble au quotidien. Par exemple, si je prends l'exemple ici entre Romain, donc, qui est celle chez nous, et moi-même, on a une affinité de 83%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le match entre nos deux profils va être quasiment parfait et qu'au quotidien, on devrait donc se comprendre naturellement et être rapidement à l'aise l'un avec l'autre. Et donc, comme le dit le petit texte qui est associé, vous voyez, donc travailler ensemble sera sans doute une grande source d'épanouissement pour chacun de nous deux. Juste en dessous, vous allez retrouver un indicateur de facilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, les relations entre les personnes sont asymétriques. Chacune d'elles ne va pas vivre la relation de la même façon que l'autre. Et parfois, l'affinité ne va pas être réciproque. Donc, cet indicateur va vous permettre de savoir si la relation entre les deux personnes va être équilibrée. Donc, ici, comme on peut le voir dans l'exemple avec Romain, la relation elle va être très fortement équilibrée puisqu'on aura autant de facilité l'un et l'autre, ce qui veut dire que tout simplement, Romain et moi, on sera autant attirés l'un par l'autre.
Ensuite, vous allez retrouver les deux indicateurs qui vont faire la distinction entre affinité sociale et affinité de travail, comme je l'expliquais au début du webinaire. Donc, un indicateur interagir qui va vous permettre de savoir si les deux personnes vont apprécier de passer du temps ensemble, et un indicateur produire qui va vous permettre de savoir si les deux personnes vont réussir à réaliser des projets en commun dans le cadre très concret du travail. Donc, concrètement, pour les mesurer, ce qui va changer dans les algorithmes, c'est les traits de personnalité et de motivation qu'on va prendre en compte. Par exemple, sur l'affinité interagir ou l'affinité sociale, elle sera plus impactée par les traits de personnalité qui vont être liés à l'ouverture aux autres, tandis que l'affinité produire ou orienter travail, elle sera forcément plus impactée par les traits de personnalité qui vont être liés, par exemple, à l'organisation, à la rigueur dans le travail ou à la capacité à innover, entre autres. Si on reprend l'exemple avec Romain, on se rend compte que ces deux affinités sont très fortes. On va donc tous les deux apprécier de passer du temps ensemble et ça sera également facile pour nous d'avancer sur des projets en commun. Alors là, le match sur les deux indicateurs, vous allez me dire, il est très bon, il est quasiment parfait, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut par exemple trouver des personnes qui vont facilement s'entendre sur des méthodes de travail et réussir à avancer sur des projets communs. Donc une affinité produire qui sera très forte, mais qui ne seront pas forcément les meilleurs amis du monde. Ou inversement, deux amis qui vont avoir du mal à travailler ensemble au quotidien. Hop, la petite jauge juste en dessous, donc qui est éliminée ici, donc par exemple la jauge en dessous d'interagir, elle va vous permettre de savoir si les deux personnes, dans leur mode d'interaction, vont être complètement identiques, donc c'est-à-dire qu'elles vont avoir la même façon de communiquer et d'entrer en contact avec les autres, ou si au contraire, elles vont être complètement différentes. Donc là, on peut voir par exemple que sur la partie interagir, Romain et moi, malgré l'affinité qui est assez élevée, on va avoir des modes de fonctionnement, des modes d'entrée en interaction qui vont tendre à être complémentaires et différents. Par contre, on sera un peu plus similaire sur la partie produire, sur la partie travail. Ensuite, on va passer sur la complémentarité des profils. Donc, exactement comme je viens de vous le présenter, mais à un niveau qui est plus large. Donc, un premier indicateur pour savoir au niveau de la personnalité, donc au niveau du questionnaire Shape, si les personnes vont avoir des profils similaires, donc c'est-à-dire que leurs personnalités vont dans le même sens, ou si leurs personnalités vont être complémentaires. Et de la même manière sur la partie motivation, pour savoir si elles vont avoir des motivations qui seront alignées ou pas du tout. Donc voilà, pour Romain et moi, au final, ça marche plutôt bien. Et donc pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur l'écran, on va avoir des comportements qui vont être assez complémentaires, tout en ayant des aspirations, des drivers qui vont être convergents. Ce qui veut dire qu'au final, qu'on va être boosté par les mêmes motivations. Et enfin, vous allez retrouver des détails concernant 7 grands indicateurs qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la comparaison des deux profils. Donc l'objectif ici, c'est de souligner les points sur lesquels les deux personnes travaillent de la même manière, mais aussi les points de décalage sur lesquels elles vont devoir s'adapter pour mieux travailler ensemble. Donc on va retrouver l'ambiance recherchée dans le travail, la façon d'interagir, qui est basée sur l'ouverture intellectuelle et la façon dont les deux individus s'adressent aux autres, les objectifs poursuivis, qui détaillent si les raisons qui poussent les deux personnes à s'investir dans le cadre du travail sont convergentes ou non, la façon d'agir, qui considère le type d'approche qui est privilégié par chaque personne lorsqu'elles interviennent sur des projets de travail communs, l'implication dans le travail, qui s'appuie sur la volonté de se dépasser au quotidien ou encore le degré de persévérance des deux interlocuteurs, la proximité, qui permet de savoir si les deux personnes ont des attentes comparables dans leur relation aux autres et qui prend notamment en compte le degré d'implication affective de chacun. Et enfin, dernier indicateur, la façon de penser, qui permet d'appréhender la façon dont chaque individu va aborder les situations de travail. Et donc, pour faciliter la lecture, comme vous pouvez le voir, on a mis un petit code couleur, donc vert, gris et rouge. Donc, les indicateurs verts qui vont correspondre aux dimensions sur lesquelles les deux interlocuteurs vont travailler de la même manière. Les indicateurs gris qui sont ceux où on va retrouver des décalages mineurs, mais qui au final vont être assez ajustables et qui ne vont pas mettre en péril la collaboration. Et enfin, des indicateurs rouges qui, eux, vont correspondre à de gros décalages qui vont potentiellement être source de conflits entre les deux personnes, source de mésentente, et où ça sera nécessaire d'apporter une solution, on va dire, managériale ou en tout cas d'adaptation.
Et donc, au-delà d'apporter un niveau de transparence sur les composantes qui vont être prises en compte dans les algos et dans les scores présentés, ces détails sur les 7 dimensions vont surtout permettre à chaque manager de découvrir les éléments qui pourraient potentiellement être source de conflit ou au contraire les points d'appui dans la relation entre les deux individus. Donc au final, une base d'informations et de conseils qui va permettre de tirer le maximum de la relation et d'orienter vos initiatives managériales. Donc pour conclure, si vous deviez retenir quelque chose de cette présentation, ça serait ça. Pour maximiser les probabilités d'avoir une collaboration qui est efficace entre deux personnes, il va être aujourd'hui fondamental de prendre en compte leur potentiel d'affinité. Donc, comme on l'a vu, il existe deux types d'affinités. L'affinité sociale qui va correspondre au plaisir de passer du temps ensemble et l'affinité de travail qui, elle, renvoie à la capacité à se coordonner de façon productive et efficace avec l'autre. Donc, bénéficier à la fois d'une affinité sociale et d'une affinité de travail lorsqu'on doit bosser avec quelqu'un, ça va représenter la situation idéale. Donc, non seulement les deux personnes pourront aisément travailler de façon productive ensemble, mais en plus, elles y prendront du plaisir. Par contre, comme on l'a vu, c'est toutefois tout à fait possible de travailler avec des personnes sans pour autant s'en faire des amis ou de ne pas réussir à travailler avec son ou sa meilleure amie. Donc, par ailleurs, s'intéresser à l'affinité, ça ne veut pas dire que vous devez uniquement recruter des collaborateurs avec une top affinité. Ça sera tout simplement impossible, qu'on se le dise, ou alors vous y passerez plusieurs mois ou plusieurs années. Ça signifie tout simplement s'intéresser à l'affinité que lorsque vous prenez en compte le potentiel d'affinité entre deux personnes au moment de recruter, vous vous donnez en quelque sorte les moyens de recueillir des informations qui vont être pertinentes pour bien comprendre sous quelles conditions ces deux personnes pourront travailler ensemble de manière efficace. Et donc, au mieux, vous aurez confirmation que la personne que vous vous apprêtez à recruter a une affinité incroyable avec toute l'équipe. Et au pire, au final, vous saurez exactement ce sur quoi chacun devra être attentif pour faciliter la bonne intégration du nouveau collaborateur. Donc voilà, on arrive au bout de ce que je voulais vous présenter sur l'importance de la prise en compte de l'affinité pour recruter des collaborateurs efficaces et engagés. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser quelques instants pour vos questions éventuelles. Donc je suis là pour y répondre, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le petit chat qui est prévu à cet effet tout en bas. Alors, première question de Sébastien Fernandez. Donc, je la lis. Merci, c'est très intéressant. J'aimerais cependant connaître un peu plus sur les sources références utilisées en ce qui concerne les traits de personnalité et l'impact sur l'affinité, sachant que l'affinité peut être définie de plusieurs façons en utilisant le jargon scientifique leader, member exchange, satisfaction with the team ou person group fit. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc déjà, dans un premier temps, le webinaire sera mis en ligne sur LinkedIn ou notre page YouTube. Vous allez retrouver, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la présentation, mais pour chaque impact de l'affinité sur l'efficacité, j'ai mis les références. Et on vous partagera aussi d'autres articles où vous allez pouvoir retrouver assez costaud de références, soit au niveau de l'impact de l'affinité sur l'efficacité, la productivité, la qualité de vie, ou aussi sur l'impact de chaque trait de personnalité. Donc, par exemple, comme j'ai expliqué, par exemple sur le trait de leadership, sur l'impact de chaque trait sur les niveaux d'affinité. Donc ça, on vous mettra tout ça en ligne dès que ça sera fini. Hop, deuxième question de Christian Maléco. Donc, peut-on mesurer l'affinité dans une équipe? Ça, c'est une question super intéressante. Donc, on a multiples entrées et non à 2 collaborateurs. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je ne l'ai pas présenté là parce qu'on voulait se focaliser sur l'affinité 2 à 2. Mais c'est le gros projet justement qu'on mène actuellement chez Access First, de pouvoir passer d'une affinité 2 à 2, comme vous le dites, à une affinité de groupe. Et donc aujourd'hui, on a commencé à avancer là-dessus. On est en train de finaliser les simulations. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au-delà de l'affinité 2 à 2,
quand on veut calculer l'affinité d'équipe, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Donc déjà, forcément, il y a la puissance des relations entre 2 à 2 entre chaque collaborateur. Il y a aussi ce qu'on a appelé les liens de transitivité, en fait, qui sont les liens que vous allez pouvoir faire entre 2 personnes qui n'ont pas forcément de grandes affinités, donc en passant par une troisième personne. Donc, par exemple, si la personne A ne s'entend pas avec la personne B, mais que la personne C s'entend avec les deux, bah, si A passe par C et C envoie vers B, forcément, ça sera plus simple. Une autre dimension qu'on a prise en compte dans les algorithmes, c'est est-ce que dans le groupe, il y a existence d'un noyau dur. Donc, le noyau dur, ça va être le sous-groupe dans l'équipe qui va présenter le plus d'affinités. On a aussi pris en compte la taille de l'équipe, puisqu'on sait aujourd'hui qu'à partir d'environ 5 membres, l'affinité d'une équipe va tendre à diminuer. Donc ça, c'est toutes des nouvelles dimensions qu'on a mises dans les algorithmes et pour prédire au final l'affinité d'un groupe de 3 à 12 personnes. Donc ça, c'est vraiment un projet sur lequel on avance chez Assessors et qui sera mis en prod assez rapidement. Alors, quand sera-t-il prêt environ? Donc ça, ce que je vous propose de faire, c'est de me contacter directement. Je vous contacterai puisque, comme je vous le dis, il y a 2 solutions. Soit vous entendez que ça soit mis en prod, donc je pense vers plus fin de l'été, on va dire. Soit, comme je vous l'ai dit, on est en train de conduire des simulations. Donc, si vous avez une équipe type que vous souhaiteriez analyser, dans l'éventualité où elle ne dépasse pas 12 personnes et que chacun de vos collaborateurs ait complété les questionnaires chez DriveBrain, aujourd'hui, on est en mesure de vous faire une simulation assez précise et de vous la présenter donc plus de manière orale parce que forcément, ce n'est pas encore intégré à l'application. Nouvelle question. Donc, y a-t-il la possibilité de paramétrer un lien hiérarchique entre les 2 personnes pour lesquelles on doit évaluer l'affinité? Alors ça, c'est tout à fait possible. C'est une autre fonctionnalité qu'il y a dans l'appli et qui va nous permettre d'évaluer l'adéquation ou l'affinité entre un manager et son collaborateur. Donc, on va intégrer de nouvelles dimensions là-dedans, par exemple le style de leadership du manager, etc. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de l'évaluer directement dans l'application, en paramétrant du coup le manager que vous souhaitez affecter à la campagne de recrutement. Du coup, on est plutôt bon. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore le webinaire. Donc déjà, un grand merci pour votre participation. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez très rapidement retrouver le webinaire sur notre page YouTube ou sur LinkedIn. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.